À 22 ans, je me suis lancée dans le projet de mes rêves. Acheter et rénover une maison de maître du 19e siècle laissée à l'abandon pour y ouvrir un gîte haut de gamme. Depuis la signature jusqu'à l'ouverture du gîte, je souhaitais retracer ici cette aventure de rénovation incroyable en famille, ces 18 mois durant lesquels j'ai appris, construit, douté et partagé. J'espère que vous apprécierez cette vidéo autant que j'ai aimé vous la faire, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. J'ai toujours été attirée par les vieilles pierres. Et venant de Vendée, les maisons anciennes de caractère, ce n'est pas ce qui manque. Il y en a une, notamment, qui me faisait particulièrement rêver. Une magnifique maison de maître devant laquelle je passais souvent, en plein milieu du petit village à côté de chez moi, laissé à l'abandon. Je ne pouvais m'empêcher de penser quel potentiel inexploité. Mise en vente par la mairie depuis pas mal d'années, les travaux faisaient fuir la plupart des potentiels acquéreurs qui se sont aventurés à la visiter jusqu'alors. Puis, en 2022, on apprend par le bouche à oreille que la mairie a drastiquement baissé le prix de vente de la maison. Le prix est passé de 150 000 € à 70 000 €. Devant une telle opportunité, nous n'avons pas mis très longtemps à nous décider avec mes parents que j'embarque avec moi dans cette aventure. Le projet pouvait débuter. Bon, je vous présente cette fameuse bâtisse. Il s'agit d'une charmante maison de maître des années 1880, d'environ 170 mètres carrés répartis sur 4 niveaux. Sa façade avant est très simple, mais sa façade arrière se distingue par une sorte de petite tourelle au milieu qui abrite l'escalier central de la maison et lui donne un air de petit château. Elle a le style typique des maisons bourgeoises françaises de cette époque, symétrique avec une répartition des ouvertures régulières, 2 cheminées, une lucarne centrée, des corniches et des chaînes d'angle appareillées en harpe. Bref, tout un tas de vocabulaire que j'ai découvert en même temps que cette maison et qui font d'elle un patrimoine précieux. La maison est entourée d'un terrain d'environ 1000 m² qui a été réduit lors de la vente car il était à l'origine 3 fois plus grand, avec notamment un grand verger à l'arrière. On trouve sur ce terrain une vieille grange et un ancien garage que l'on compte également rénover dans un second temps. À notre arrivée, le terrain est en friche et la maison cachée derrière les arbustes et le lierre. Les vitres sont cassées et des oiseaux et animaux en tout genre y ont établi domicile. Ça lui donne un charme fou, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir la garder comme ça. Pour des raisons d'étanchéité et de durabilité, on décide de faire un petit lifting à cette vieille dame, mais ça, j'y reviens juste après. Maintenant que je vous ai présenté son aspect initial à l'extérieur, laissez-moi vous emmener à l'intérieur. Quand on passe le seuil de la porte d'entrée, on arrive sur ce majestueux escalier en bois central qui nous amènera aux étages. Sur notre gauche, l'ancienne salle à manger de la bâtisse et sur la droite, une cloison sépare cette pièce, certainement l'ancien salon du reste du rez-de-chaussée. Ici, j'aimerais bien aménager la cuisine sur la gauche et le salon sur la droite, avec la question de savoir si on garde ces toilettes qui coupent un peu l'espace, mais qui sont quand même bien pratiques pour accueillir du monde. Le sol est plutôt en bon état et j'ai vraiment à cœur de garder ces carreaux de ciment qui donnent un charme fou au lieu, en plus de son nom. Maintenant, on descend au sous-sol par cette porte sous l'escalier. On va dire que ce n'est qu'à moitié un sous-sol puisqu'on est semi-enterré à ce niveau, il y a quand même un peu de lumière. Ici, on a un grand espace sous de jolies voûtes juste assez hautes pour tenir debout confortablement, à peu près 2 mètres de haut. Là encore, j'imagine bien transformer cette ancienne arrière-cuisine en un espace de jeu, de détente ou de fête assez cosy. Montons maintenant au premier étage. Ici, à l'origine, on avait 3 chambres, une grande chambre de 30 m² à gauche, au milieu une petite salle de bain, puis de l'autre côté, 2 petites chambres séparées par une cloison avec une configuration d'entrée assez originale en triangle. Vous noterez au sol un beau parquet d'origine à cet étage. Enfin, prenons encore un peu d'altitude, je vous emmène sous les combles. À l'origine, on a ici un grenier pas du tout aménagé sous les toits, donc super mal isolé. Je peux vous le garantir puisque j'ai fait dormir mes amis en plein mois de juillet ici pendant les travaux et ils ont passé une nuit sous 30 degrés à même le sol. Merci à eux pour leur dévouement. Ici, je compte cloisonner ce grand espace en 3 pièces, 2 chambres et une salle de bain au milieu. Et il faudra aussi isoler le plafond pour éviter de cuire en été et geler en hiver. Bon, en résumé, on a 4 niveaux et une dizaine de pièces à transformer. Une cuisine, un salon, un espace détente en bas, 4 chambres, 2 salles de bain, une buanderie et un WC. Et ce, avec un budget de 170 000 € et on se donne 1 an et demi pour tout terminer. Ça fait serré, mais ça peut le faire. On est parti ?
On a enfin reçu les clés de la maison pour pouvoir commencer les travaux. On a déjà commencé à travailler quand même pas mal avec mon père, notamment pour faire des devis. On va faire la majorité du gros œuvre par des artisans. Alors juste une petite précision sur ce que j'entendais par le gros œuvre. Nous allons faire appel à des artisans pour le ravalement, la pose des menuiseries, la pose des rails et du placo, l'électricité et la plomberie. Tout le reste, on va le faire nous-mêmes, donc l'isolation avec la laine de verre, la peinture, la restauration des carreaux de ciment et du parquet, la pose des moulures du sol au plafond, les voûtes, la décoration et l'ameublement. Ce qui nous fait tout de même un gros morceau. La première étape pour les travaux extérieurs était de s'occuper du ravalement de la façade. Son ancien crépi était en effet trop abîmé pour être conservé et s'effritait à de nombreux endroits. C'était un poste de dépense important mais que nous avions bien entendu prévu dans notre budget au moment de l'achat de la maison. Durant 3 mois, les artisans à qui nous avons confié cette mission ont refait la totalité du ravalement de la façade. Tout d'abord, il fallait retirer l'ancien crépi, on appelle cette étape le piquetage. On nous a beaucoup posé la question après cette étape, pourquoi nous n'avions pas laissé les pierres apparentes. De 1, nous souhaitions conserver l'esprit de cette bâtisse et donc conserver son architecture où les pierres n'étaient pas apparentes. Ensuite, les pierres qui ont été utilisées pour la construction de cette maison n'étaient pas adaptées à être laissées apparentes et être exposées directement à nu. Et il y aurait eu des problèmes d'étanchéité, d'isolation et de durabilité si on avait fait ça. Enfin, les pierres n'avaient pas été pensées non plus pour être laissées apparentes d'un point de vue esthétique, puisqu'il y avait des briques qui composaient la façade et le résultat n'aurait pas été harmonieux. Ensuite, après l'étape du piquetage, il a fallu nettoyer l'ensemble des pierres avant de poser le nouvel enduit. Alors on a mis un enduit à la chaux pour laisser les murs respirer et c'est un enduit qui correspond et qui est adapté à ce type de bâtisse. Les contours des fenêtres ont été laissés également dans l'esprit d'origine. Pour ce ravalement de façade à la chaux, nous en avons eu pour 27 000 € et il s'est achevé en avril 2024. Après le ravalement, on est passé au changement des ouvertures. Là aussi, un autre très gros poste de dépense puisqu'il a fallu changer les 15 ouvertures et les refaire sur mesure. Aucune des ouvertures d'origine n'ont pu être conservées puisqu'elles étaient trop abîmées et les carreaux étaient cassés de toute manière. Nous avons donc fait faire des ouvertures sur mesure pour 30 000 € environ, donc 2 000 € la fenêtre sur mesure. Il s'agit bien de fenêtres en bois pour rester avec des matériaux nobles et d'origine comme on pouvait trouver dans les maisons de maître anciennes. Même si bien sûr, ça a un coût. Nous aurions bien aimé également pouvoir reproduire l'arrondi qui se trouvait en haut des fenêtres à l'origine, mais cela rajoutait un surcoût très conséquent, donc nous avons abandonné cette idée et nous sommes restés sur des fenêtres un peu plus basiques. La pose des ouvertures s'est terminée en mai 2024 et ensuite l'étape qui nous a donné le plus de fil à retordre pour l'extérieur, la restauration des volets persiennes. Là, il ne nous reste plus qu'une chose pour avoir l'extérieur fini et ce sont les volets persiennes. Et vu le prix du neuf, on parle quand même de 2 000 € la paire. On a décidé de les restaurer. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui sur une première paire, mais maintenant il en reste 15, donc je pense que ça va prendre une bonne partie de l'été. Donc d'abord j'ai enlevé les ferrures et ensuite j'ai essayé le ponçage à la main aujourd'hui, mais vu tous les recoins qu'il y a, ça va être très laborieux de le faire à la main sur nos 15 paires. Donc j'ai contacté quelqu'un qui a une aérogommeuse et qui devrait pouvoir nous le faire, donc on va sûrement prendre cette option. Ensuite on pourra passer de la pâte à bois pour combler tous les trous et les fissures qui sont apparus au fil du temps. Puis peindre 2 ou 3 couches même pour protéger le bois et de la peinture anti-rouille sur nos ferrures. Ça nous fait un beau programme. On arrive déjà sur un résultat un peu plus sympa pour la façade, on voit le bout, mais ce n'est toujours pas fini. On va maintenant s'occuper des garde-corps, et là aussi, ça a représenté un sacré travail pour retirer toutes les couches de peinture qui ont été posées jusqu'à maintenant. On a essayé plusieurs méthodes, du décapant, une brosse métallique, une ponceuse, et même un décapeur thermique également. Il n'y a malheureusement pas eu de solution miracle, mais avec le temps, on a réussi à venir à bout de ces garde-corps. Côté toiture, on a eu de la chance, mais le couvreur n'a pas estimé nécessaire de la changer. Il a juste replacé quelques ardoises et des moussets, et je vous avoue qu'on a été pas mal soulagés parce que ça aurait fait du mal à notre budget. Je crois qu'on est bon pour la rénovation de tout l'extérieur du 4 feuilles. Je vous montre le résultat.
Bon, l'extérieur c'est bien beau, mais comment les travaux avancent à l'intérieur de notre 4 feuilles? Déjà, avant toute intervention, il y avait quelques éléments que je voulais conserver et sauvegarder pour la suite, notamment ces jolis carreaux de faïence. L'étape de la démolition a permis de faire place nette et de transformer pas mal l'espace. L'ensemble du rez-de-chaussée et du sous-sol sont désormais ouverts. Au premier étage, on a supprimé la cloison entre les deux petites chambres et retiré également la cloison entre la salle de bain et la grande chambre pour agrandir la future salle d'eau. Et enfin, au deuxième étage, tout a aussi été retiré et le niveau est prêt à accueillir une nouvelle disposition des pièces. Ok, alors maintenant, où est-ce qu'on en est? Les plaquistes ont eux aussi bien avancé et posé quasiment tous les rails, donc malheureusement les belles pierres apparentes vont disparaître derrière un bon 20 cm d'isolant. Donc on va forcément perdre du cachet et pas mal d'espace, mais on n'avait pas trop le choix pour isoler le site et on ne pouvait pas le faire de l'extérieur. Voici désormais la configuration de la maison avec les nouvelles cloisons. Au rez-de-chaussée, on a retiré l'ancien comptoir qui coupait l'espace et l'ancienne cloison pour les toilettes, le but étant de libérer de l'espace pour avoir une cuisine assez grande pour 10 personnes. Au sous-sol, l'ancienne arrière-cuisine a disparu pour laisser place à un grand espace ouvert, puis à une nouvelle cloison qui séparera l'espace entre un coin pièce à vivre assez spacieux et un coin buanderie-toilette. Au premier étage, les deux petites chambres ont disparu pour laisser place à une grande chambre de 20 mètres carrés sur le modèle de l'autre chambre en symétrie, et on a repositionné des cloisons pour fermer la salle d'eau au milieu et l'agrandir par rapport à sa taille d'origine. Au deuxième étage, même chose, le grand espace sous les combles a été sectionné en 3 pièces, 2 chambres et une salle d'eau. Les rails étant fixés, on va maintenant pouvoir poser notre laine de verre pour isoler la bâtisse, le but étant d'atteindre un DPE-D. C'est d'ailleurs un peu compliqué d'aller chercher mieux sur une vieille bâtisse comme ça. Ok, le chantier avance bien, on a déjà un extérieur rénové, les ouvertures posées, les persiennes réinstallées, l'isolation intérieure faite, mais que c'est à ce moment-là que je dois couper cette belle dynamique et m'absenter 3 mois au Texas, loin du chantier. Pendant mon absence de 3 mois, les artisans ont eu le temps de bien avancer sur le chantier car à mon retour, tous les espaces sont dans leur configuration finale avec le placo posé, les bancs de fête et l'électricité fonctionnelle. Je vais donc pouvoir débuter directement le ponçage, la peinture et la pose des moulures. Aussi, j'ai profité du voyage pour affiner mes inspirations de déco pour chaque pièce et les couleurs que je vais y mettre. Je vous montre ça juste après. Nous avons récupéré le nouvel aspirateur, car celui-ci semble avoir rendu l'âme. Alors nous avons encore un problème avec l'aspirateur. Bon, finalement un ami nous a prêté un 3e aspirateur qui est bien fonctionnel cette fois-ci, donc on peut repartir pour la fin du ponçage. En tout, j'ai mis une semaine dans le bruit et la poussière pour poncer l'ensemble des pièces de la maison. Pour se donner un peu de baume au cœur, j'installe un petit sapin de Noël de chantier sans grande prétention. Ça permet au moins de se mettre dans l'ambiance de Noël avant de passer à une étape qui me convient beaucoup plus, la peinture. Et nous sommes partis pour de la peinture. Je préfère ça que poncer. Avant de pouvoir mettre toutes les couleurs que j'ai choisies pour les pièces, on commence par la sous-couche. Ça ne va pas rester blanc très longtemps, mais ça rend déjà la pièce tout de suite plus propre et c'est tellement plus satisfaisant que le ponçage. Une semaine et 30 litres de sous-couche plus tard, les murs sont prêts à accueillir la couleur.
S'il y a bien une chose que j'étais sûre de faire avant même de commencer les travaux du 4 feuilles, c'était de mettre des moulures partout. Déjà, j'adore ce style et ça apporte tout de suite énormément de cachet à un lieu, et en plus comme on a dû tout isoler, on a perdu les anciennes moulures existantes, notamment les corniches et rosaces, et donc je trouvais nécessaire de lui redonner ce charme avec la pose de nouvelles moulures. Pour ce faire, j'ai commencé par modéliser l'ensemble de mes murs pour avoir les dimensions exactes des moulures que j'applique sur mesure. Place ensuite à la découpe et la pose des moulures. Et là, je me suis aidée d'un laser pour aller plus vite et avoir un résultat nickel. Comment ça va, Oscar? Tu trouves ça beau? En tout, j'ai posé à peu près 400 mètres linéaires de moulure pour moins de 800 €. Allez, assez parlé du travail préparatoire, place à la couleur. Je vous ai dit que j'avais longuement réfléchi au choix de chaque coloris et après plusieurs tests, voici les couleurs retenues. Tout d'abord, dans le salon au rez-de-chaussée, j'ai opté pour ce joli vert sauge. En face, côté cuisine, on a choisi une couleur assez sobre et passe-partout, mais qui souligne quand même la couleur naturelle de la cheminée en pierre. On passe maintenant à l'étage où j'ai fait des choix un peu plus affirmés. D'abord, la chambre bleue. C'était la première chambre où j'ai choisi la couleur et au début mes parents étaient assez sceptiques de peindre tous les murs d'une même couleur et finalement c'est vraiment ce qui fait sa personnalité et son originalité et j'adore le rendu. C'est un bleu qui est vraiment très doux, qui tire un peu sur le gris et qui est vraiment reposant je trouve. En face de la chambre bleue, nous arrivons sur la chambre verte. Et cette fois-ci, une couleur plus sombre et profonde qui s'accorde parfaitement avec ce papier peint que j'avais acheté avant même que les travaux aient commencé. Je l'avais trouvé en solde chez Cézanne et j'avais tout de suite adoré son joli motif fleuri. Enfin, passons aux chambres du dernier étage. On a tout d'abord la chambre terracotta. Et pour la dernière chambre de la maison, je suis partie sur du marron qui s'accorde lui aussi avec le papier peint choisi pour les murs de l'entrée. Je pense que cette chambre, c'est vraiment le choix de couleur le plus osé parce qu'on voit pas ça partout du marron, mais ça reste mon préféré et je me sens vraiment comme dans un cocon dans cette chambre avec les belles poutres apparentes. Je trouve que ça fait un très joli ensemble. Je vous ai donc montré toutes les peintures qui ont été mises dans chaque chambre, mais qu'en est-il des salles de bain ? Eh bien, on y arrive. Jusqu'à présent, j'ai laissé un peu de côté les salles d'eau et justement, je viens de recevoir une commande qui va me permettre de bien avancer pour les douches. Je vous montre ça. Voici ce que j'ai acheté. Il s'agit de carreaux de Zélige. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez tendance. Voilà ce que ça donnera. Il faut imaginer en plus grand bien sûr. Et donc ça pour la première salle de bain. Comme vous pouvez le voir, c'est un choix assez original qui change du style qu'on pourrait trouver dans ce type de bâtisse, mais je suis vraiment tombée sous le charme de ces carreaux et c'est aussi l'occasion d'apporter une touche de ma personnalité au lieu. Et on a fait la même chose au deuxième étage avec un modèle de Zélige différent, en n'oubliant pas les derniers carreaux qu'on coupe façon puzzle avec cette machine un peu terrifiante. On applique ensuite les joints, puis 2 couches généreuses de produits hydrofuge pour rendre les carreaux résistants à l'eau sur la durée.
Certains diront qu'on a fait les choses dans le désordre, mais tant pis, on passe enfin au sol, la dernière grosse étape de ce chantier. Lors de ma première visite, j'avais directement été séduite par ce beau parquet ancien qui, il est vrai, méritait un petit coup de neuf. Pour dégrossir le travail, on a loué pendant 2 jours une ponceuse à parquet pour le premier et deuxième étage. On va commencer par tout le premier étage. C'est parti! Si le ponçage est allé relativement vite au premier étage, ça n'a pas été la même partie de plaisir au deuxième. Il était beaucoup plus creusé avec des nivellements assez prononcés et des taches à cause de la pluie. Donc pas de secret, on va devoir beaucoup travailler à la main, mais le résultat est d'autant plus impressionnant. Dernière étape, on vitrifie, mais pour ce faire, il faut avoir un parquet qui soit propre et sain. Donc on retire les saletés qui nous attendaient depuis des décennies ici, avant d'appliquer 2 couches de vitrificateur. Et tadam! Toujours sur le sol, mais cette fois-ci au rez-de-chaussée, avec les carreaux de ciment. Ils présentent quelques taches, sont un peu décolorés, mais globalement, ils restent en bon état, et il n'est pas question de les remplacer. Ils sont chargés d'histoire et m'ont d'ailleurs donné l'inspiration pour le nom du gîte. Et puis les matériaux anciens comme ces carreaux sont aussi une valeur sûre niveau durabilité car ils sont de super bonne qualité. Ça va prendre moins de temps que le parquet, mais tout autant d'huile de coude. La recette, c'est de frotter abondamment au savon noir et à l'éponge pour effacer les taches et la couche de poussière accumulée. Et on s'attarde bien sur chaque carreau pour retrouver l'éclat d'antan. Puis, sur un sol propre, on applique 2 couches de minéralisant qui va venir protéger le carreau et les rendre moins salissants. Et voilà, ça valait le coup de les garder, non ? Côté cuisine, on fait la même chose sur nos fameux trèfles à 4 feuilles. Seulement ici, il y a une étape supplémentaire qui est de refaire tous les joints. Je n'ai rien trouvé de plus efficace que d'appliquer les joints à la main. Le test avec une poche à douille n'a pas été très concluant. Sinon, le protocole reste le même que dans le salon et nos 4 feuilles ont repris vie en 2 jours. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué des meubles de cuisine sur le plan précédent, et vous avez raison. Là, on arrive dans la phase du chantier où j'ai vraiment essayé de trouver au maximum des astuces pour réduire la facture, et ça passe donc par la seconde main, ou alors des idées déco à peu de frais. Pour la petite histoire, c'est une cuisine que j'ai trouvée sur le Bon Coin pour 70 €. On l'a démontée en un après-midi, et après un aller-retour avec la remorque, la voilà à bon port. Les meubles ne payaient pas de mine avec leur aspect verni jauni un peu vieillot, mais après un bon coup de ponçage et de peinture dans les tons des carreaux de ciment, la voilà prête pour une nouvelle vie. Pour continuer dans la série des bonnes affaires de seconde main, je dois vous montrer 3 astuces qui m'ont permis d'économiser pas mal et surtout de donner du caractère au gîte. Et je commence par cette baignoire que vous avez peut-être déjà aperçue tout à l'heure. Alors oui, je sais, une baignoire dans une chambre ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi je trouvais que ça apportait un petit côté insolite et une vraie expérience au gîte. Donc quand je tombe sur la baignoire parfaite sur le Bon Coin et en plus à 100 €, je me dis que ça vaut le coup. Et même avec 600 km aller-retour. Je rassemble donc une équipe de choc et direction le Cap Ferret. Petit détail qui n'était pas dans l'annonce, la baignoire en fonte émaillée de 150 kg était au premier étage, donc pour la descendre, il a fallu être créatif et très motivé. Après plus de 2 heures d'effort, la mission est accomplie, la baignoire est chargée dans la voiture. Avant de l'installer dans la chambre bleue, on fabrique une petite estrade pour répartir le poids de la baignoire sur plusieurs lattes du parquet. Et cette fois, pour la remonter, on appelle des renforts. Ensuite, place à la restauration, ponçage pour homogénéiser l'émail, traitement, 3 couches de peinture blanche, un coup de frais sur les pieds, et voilà! À quelques mètres de là, toujours dans la chambre bleue, j'ai eu l'idée de faire une tête de lit assez originale.
Voici dans la chambre bleue, on va pouvoir passer à la tête de lit. C'est mon père qui a posé cette tête de lit avec du placo et des rails. Ce que je comptais faire au début pour cette tête de lit, c'était de faire les mêmes motifs que ce que j'avais fait dans le renfoncement. Mais j'ai eu une deuxième idée, c'est de faire une tête de lit rembourrée et donc mettre du rembourrage sur la tête de lit en placo, puis rajouter un tissu, et là en l'occurrence c'est un rideau comme ça en motif toile de Jouy. Une fois la structure bien fixée au sol et l'électricité intégrée, on vient coller de la ouatine sur toute la surface. Je vous conseille au moins 6 mm d'épaisseur pour avoir un toucher bien moelleux. Ensuite, j'ai découpé mon tissu et j'ai choisi de l'accrocher avec des maillons rapides. L'avantage c'est que le tissu reste démontable, je peux l'enlever facilement pour le laver si besoin. Et pour finir avec le triptyque de la chambre bleue, je vous emmène dans le renfoncement au fond de la pièce. Ici, je me suis fortement inspirée de cette photo. Je trouvais le motif super beau et très chic. Encore fallait-il réussir à le reproduire. Alors d'abord, j'ai tracé les lignes au crayon de bois à l'aide d'un patron. Ensuite, je les ai repassées à la peinture. Donc voilà où j'en suis pour le moment. J'ai quasiment fini les tracés extérieurs. Et pour les fleurs à l'intérieur, je les ai dessinées à main levée en essayant de rester la plus régulière possible. Franchement, je trouve le résultat hyper beau et surtout assez unique. On arrive à la toute fin des travaux et après la technique du faux papier peint dans la chambre bleue, rebelote dans la chambre terracotta avec une nouvelle astuce. Je me suis aidée d'un petit tampon fleur trouvé sur Vinted à 2 € pour créer un motif Liberty effet papier peint. Je suis trop contente du résultat. Les travaux sont terminés pile à temps pour la date des portes ouvertes le 25 mai. Plus qu'à faire les dernières retouches un peu partout et finir de meubler le gîte pour accueillir tout le monde pour les portes ouvertes. On a les premiers visiteurs qui viennent d'arriver. On va aller les saluer dans la maison. Bonjour. Allez, exceptionnellement, je prolonge les portes ouvertes. Voici le résultat de 18 mois de rénovation.
Cela fait 1 an tout pile que notre gîte a ouvert ses portes à nos premiers clients et aujourd'hui c'est ma maman qui gère son exploitation et notamment l'accueil de nos hôtes. Et pour fêter les 1 an du 4 feuilles, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour retracer toute cette aventure de rénovation en famille. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est peut-être qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la booster, ça aide les petits créateurs comme moi à être plus visibles sur YouTube et également à me laisser un commentaire. J'ai pu évoquer quelques montants de cette rénovation au cours de la vidéo, mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée et plus poussée et approfondie sur le budget de chaque poste de travaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous préparerai cette vidéo avec grand plaisir. Désormais, la rénovation de la maison principale est terminée, mais on a encore tout un tas de projets de rénovation autour de cette maison, notamment la construction d'une piscine intérieure qui est en cours dans le garage à côté du 4 feuilles et très prochainement aussi la rénovation de la grange qui se situe en face du 4 feuilles. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de ces futures rénovations. Et sur ce, encore un grand merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!